en France. Inconcevable. Quand est-ce qu'on va mettre Sarkozy en prison? Quand? Mais lui, c'est en place. C'est la plus grande qui existe dans le monde entier, Sarkozy. D'ailleurs, et à côté de lui, il y a qui? Il y a Carla Bruni, bien entendu, la plus grande cocaïnomane du monde. Et c'est elle qui l'a un peu mis là-dedans, parce que bon, il faut savoir que Carla Bruni, c'était la maîtresse de Eric Clapton et de... Fabius. Fabius, ouais, on s'en fout. Fabius, on n'a rien à foutre. Il n'est pas aussi important que Eric Clapton, à mes yeux, hein, en tout cas. Et Gigi Kell et puis Mick Jagger, d'accord? Moi, j'ai très bien connu Mick Jagger, Eric Clapton, et je le dis, je crois que je l'ai dit dans mes bouquins, à l'époque, je fournissais tous les grands d'Angleterre, d'accord? Et presque la famille royale. Et donc, on peut dire que si elle a vécu 3 ans avec Eric Clapton, c'est quand même qu'elle a dû goûter un peu à la coque. C'est logique. Hein. Bon. Cocaïne, hein, la chanson. Ben, la chanson, elle était faite à base de ma coque, qui était pure à 100%. Elle n'a pas été que pure à 100% en France. Elle n'a pas rendu fou Dupond-Moretti seulement. Hein. Elle a rendu fou beaucoup de gens en Angleterre. Au début, c'était la panique avec cette coque que j'avais. Et donc, ça m'a permis de connaître des gens très importants, comme Robert Stigwood dans son château en Angleterre. Il a fait le film Saturday Night Fever, La fièvre du samedi soir, Grease, tout ça. Donc, j'ai connu tous ces gens-là. Et donc, Carla Bruni, bien entendu, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'elle a peut-être influencé Sarkozy. Parce que tout d'un coup, au début, c'était un reptilien. Pour moi, c'était un reptilien. Il a une tête de reptile. Déjà. Donc au départ, il ne touchait pas à la coque, hein, au départ. Tout d'un coup, il est devenu le président hyperactif. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Comment il fait? Moi, ce qui m'a surpris au tribunal, c'est que la plaidoirie de la procureure, mais d'une méchanceté, mais d'une horreur. J'ai eu des larmes aux yeux, et elle a fait croire au public que mes larmes aux yeux étaient des larmes de crocodile. Moi, j'ai jamais pleuré de ma vie, jamais. Mais en racontant tout ce que j'ai vu dans la maison d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, je me souvenais de ces petits-enfants qui étaient maltraités. Pierre Berger leur mettait une assiette avec des excréments, il leur mettait sur le visage comme ça, parce qu'ils criaient quand ils les sodomisaient, des trucs comme ça. Ben, j'ai raconté tout ça au tribunal. Et j'ai eu évidemment des larmes. Voilà. Et la procureure, elle m'a critiqué. Elle me dit, mais ce monsieur, c'est un voyou, c'est un gangster, ses larmes sont fausses et tout. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit d'avoir des larmes aux yeux. Je n'ai pas le droit. Juste parce que j'ai fait de la prison, parce que ci, parce que ça. Vous vous rendez compte la plaidoirie de cette femme? Mais elle devrait avoir honte. Moi, je me bats contre les pédophiles et elle se bat contre moi. Par contre, l'avocate, elle n'a pas osé. Hein. Elle ne m'a rien demandé. Rien du tout. Elle savait qu'elle allait perdre. Faut-il rappeler, chers amis, j'ai un deuxième micro, c'est super. Oui. Faut-il rappeler, chers amis, que dans ces 2 livres, depuis maintenant 2 ans, il y a des déclarations fracassantes d'une extrême violence, on va en parler en quelques mots, bien sûr. Et aucun procès en diffamation. Il est passé, il a fait tous les plateaux télé de France et de Navarre, la radio, Internet, les vidéos ont été vues 100 000, 200 000 fois. J'ai démasqué tout le monde, enfin pas encore, il en reste. Pas un seul procès. Ça a commencé avec Pompidou et Alain Delon, bien entendu. Mais justement, tu en parles d'Alain Delon. Ben, j'en parle bien sûr, je dis qu'il fournissait des enfants à tous les grands de ce monde, pas seulement de France. Je l'ai dit, il ne m'a pas fait de procès. Moi, j'attends un procès d'Alain Delon. J'adorerais. Ce serait un procès international et je suis sûr de le gagner. Donc voilà, parce que j'ai des preuves. Je l'ai mis dans mon bouquin. Le roi Hassan II, en 80, l'a foutu à la porte du Maroc. Il lui a dit, Delon, tu dégages. Même pas à Delon, il a dit, Alain, tu dégages. Pourquoi? Parce qu'il allait se fournir un enfant là-bas, à Marrakech. Et il y avait son voisin, enfin, immédiat, mais qui était en face de lui, qui voyait des femmes rentrer avec des enfants et ressortir sans enfants. Il a trouvé ça un peu louche. Et ce monsieur-là était le professeur de droit islamique de Hassan II, qui était descendant du prophète, donc c'est très important.
Et un jour, il a dit à Hassan II, écoute, moi, je sais pas, mais c'est Alain Delon, là, il commence à... Ça va pas, hein. Moi, j'en ai souffert, putain, parce qu'étant français au Maroc à l'époque, tout le monde me sortait ça. Il disait, ouais, mais Alain Delon, toi, t'es français, mais regarde, vous êtes des pédophiles, vous êtes des salopards. C'est pas nous qui avons inventé la pédophilie, mais bon. Mais on l'a un peu performé, si tu veux. On est allé plus vite que les autres dans ce domaine, je crois. Et donc, le roi lui a dit à son professeur, il lui a dit, mais attends, de quoi tu parles? Il dit, mais attends, des enfants, là, et qu'est-ce qui se passe? Après, on ne sait pas, on les retrouvait en France, ces enfants, plus tard. Et dans les bras de Pompidou ou de sa femme, qui étaient des extra-pédophiles. Les balais roses, tu te souviens, les balais roses? À base de cocaïne, d'héroïne. Dommage, là, j'étais pas présent pour vendre de la cocaïne à Pompidou, je me serais enrichi, là, avec tous les autres, d'ailleurs. Et voilà, donc, il a été viré du Maroc, le roi lui a dit, écoute, tu dégages, je ne vais pas, c'est quand même sorti dans les journaux marocains, timidement, parce que c'était Delon à l'époque, voilà. Et les Marocains ne voulaient pas d'histoire avec la France, mais c'est sorti quand même. Et Delon, et il lui a dit, mais j'ai une propriété ici, il dit, tu la vends et tu dégages. Je te donne une semaine pour vendre ta propriété. Et qui l'a acheté, bien entendu, le grand ami d'Alain Delon, la plus grande salope de France, Bernard-Henri Lévy. Voilà, c'est lui qui a acheté cette maison et qui en a fait encore un paradis de... Je ne peux pas m'avancer à dire, je n'ai pas la preuve, mais j'imagine qu'il a pris la... On est devenu comme les cornichons russes, là, aigre-doux. C'est un pays aigri. C'est un pays aigri, la France. Et de plus en plus, la douceur a disparu. Les gens sont devenus méchants, les policiers, les CRS, ils pensent qu'à nous taper dessus. Les salopards, ils nous font des... Alors les sénateurs, je t'en parle même pas, c'est la pourriture des pourritures, ces sénateurs. Pour la plupart, c'est des satanistes. C'est des francs-maçons satanistes, d'accord, qui participent à des sacrifices d'enfants. D'accord? Je dirais dans mon tome 3, avec qui était le pourvoyeur d'enfants et qui... Bon, bref, ce sera le sujet du 3e tome, on en reparlera très sûrement. Mais je trouve que non. Alors les sénateurs, c'est des gens très méchants. D'abord, c'est des petites bites. Moi, j'appelle ça des petites bites. C'est des mecs qui ont des petites quéquettes et qui sont complexés au maximum. Alors, ils se vengent sur nos tronches. Parce qu'on est mieux qu'eux, ils le savent. Mais eux, c'est des vieilles pourritures qui sont là-bas au Sénat avec leurs cigares et tout. Et ils pensent... Pendant les séances, ils dorment. Ouais, mais non, mais ils rêvent aux petits-enfants qui vont violer. C'est ça qui est terrible. Et en même temps, ils nous font... Alors, quand une loi passe, votée par le Parlement, ça passe par les Sénats. Et eux, ils l'aggravent, comme Dupond-Moretti, aggravator. C'est tous des aggravateurs. Voilà. Ils ne pensent qu'à nous faire du mal. Mais c'est un pays pourri, la France, aujourd'hui. Parce que moi, je voyage, je vois comment ça se passe. Mais au Maroc, on est plus libre qu'en France. Et en Espagne, voilà, on a fait 7000 km en Espagne avec ma copine. J'ai pas vu un flic sur la route. J'ai pas vu là, les gendarmes qui sont là, en train de, avec des appareils qui veulent te choper. C'est la traque. Ouais. C'est la traque. On est traqué dans ce pays. On est traqué, mais c'est moche. On conduit ici avec les nerfs en France. Tu regardes s'il n'y a pas un radar. En Espagne, tu n'as rien de tout ça. Du nord au sud, rien. Ouais, c'était le patron de la police. Il a dit en 88, il a dit « Ah, les terroristes, on va les terroriser ». Mais c'est la France qui est terrorisée par les terroristes. Moi, il n'a rien fait de bien, il a fait que le bordel. Alors, il faut savoir que Charles Pasqua et Chirac étaient dans un gros trafic de cannabis. Je l'ai mis dans mon bouquin. Charles Pasqua avait un terrain du côté d'Oriol. Et curieusement, juste à côté, il y avait une piste d'atterrissage. Et il y avait des petites avionnettes qui venaient du Maroc, qui étaient gentiment envoyées par Hassan II, qui était très ami de Chirac. Ils étaient copains comme cochons. Même Chirac, le roi du Maroc, lui a fait cadeau d'une propriété à Taroudante. Mais ce n'était pas par hasard. Et alors pour payer un peu ce cannabis, en partie, chaque ministre était tenu de verser 50 000 francs à l'époque, hein, à peu près 10 000 euros, pour la construction de la mosquée de Casablanca. Donc une grande partie de l'argent a servi à construire la mosquée de Casablanca, la plus belle mosquée d'Afrique. C'est vraiment un monument exceptionnel. Hein. Mais ben oui, mais c'est un peu, il y a un peu de hachis là-dedans qui a payé cette construction. Ben oui. Mais Hassan II, c'est un grand commerçant de cannabis.
Il vendait même au prince d'Arabie Saoudite, par exemple, Abdulaziz. Il s'est fait choper avec un yacht, il était au large des côtes du Maroc, et il y a un hélicoptère qui allait chercher 1000 kilos de cannabis, hélicoptère de l'armée marocaine, je précise, hein, attention, et qui venait des fermes royales marocaines. Ça, c'est dans le yacht d'Abdulaziz, c'était l'ancien yacht d'Onassis, si tu as connu, bien sûr, l'homme le plus riche du monde. Et ce mec-là, Abdulaziz, il allait vendre son shit en Suède, là où on le vend 3 fois plus cher. Pas con, hein? Mais cette fois-là, il s'est fait choper. Là, une fois, avec 800 kilos, il s'est fait choper. On n'y a rien fait, hein? Rien du tout. On lui a dit, bon, monsieur, vous prenez vos clics et vos claques, vous allez vendre votre shit ailleurs. Parce que c'est une royauté, comme l'Arabie Saoudite. Donc, entre eux, ils s'arrangent. Le roi du Maroc, le roi de Suède et le roi d'Arabie Saoudite. Tranquille. Voilà. Par contre, un petit dealer de banlieue, on le chope avec 3 barrettes, en prison, le massacre, garde à vue et tout, mais c'est monstrueux ce qui se passe. Voilà. Donc, Pasqua, si tu veux, donc il était dans ce gros trafic par le biais de relatifs, de certains relatifs, de sa famille, bon bref. Et il y en a un qui s'est fait choper d'ailleurs avec 700 kilos en Espagne, un de sa famille, hein, son sang. Et donc, pour remplir les caisses du RPR et tout ça, à l'époque, tout ça, c'était le cannabis. Après la cocaïne, je ne sais pas, mais je pense que oui, parce qu'elle était très intéressée quand je lui ai parlé de ma cocaïne que je faisais en technicolor. Il faut le faire. Normalement, elle est blanche, ou jaunâtre un peu, mais moi, je l'avais en rouge, en vert foncé et tout, de façon à tromper l'adversaire. C'est-à-dire que le mec qui avait son petit paquet en Hollande, hein, j'avais fait ça en Hollande, et il avait, si les flics trouvaient le paquet, il disait c'est quoi? Il dit ah, c'est des épices. Des épices? Le mec, là, il voyait, pour lui, la coque, c'était blanc. À l'époque, elle était un peu rose aussi. Ou jaunâtre. Mais rouge foncé ou vert foncé, ils n'avaient jamais vu. Et donc, quand j'ai dit ça, parce qu'elle m'a dit, oh, mais c'est très intéressant, ça, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ça? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait aussi un trafic de coke en partance de la République dominicaine et tout, avec je sais plus, cocaïne et tout ça. Bref, en tout cas, c'était le cannabis, d'accord? Et bon, après, il y a eu la tuerie d'Oriol, il y a eu 12 morts, parce que, évidemment, les voyous, ils étaient un peu aux aguets. Mais justement, Zampa, il faisait quoi dans tout ce... Non, Zampa, lui, ouais, il a piqué une fois 3000 kilos à des Palestiniens que je lui avais présentés. Non, avec Pasqua, je voulais dire. Ah, lui, bah, il dirigeait la ville de Marseille, hein. C'était lui le patron, avec l'appui de Pasqua, évidemment. Et à Paris aussi, il avait ses entrées. Il se voyait, Pasqua, avec Zampa et parfois avec Francis le Belge, dans un bar qui s'appelait le Cambacérès. Moi, je suis allé 2 ou 3 fois là-bas, j'ai vu comment ça se passait, les grands commissaires, tout ça, et les voyous. D'un côté, ça va là, champagne, et les affaires. Mais c'était mieux à l'époque, parce qu'à l'époque, si tu veux, on disait à un parrain, comme Francis le Belge, ou Zampa ou autre, ou Guérini, tout ça, on disait, écoute, voilà, nous, on te carte blanche, tu fais ce que tu veux, s'il y a des morts, on s'en fout, mais on veut la paix. Et ils avaient la paix à l'époque, surtout à Paris, et avec Zampa, ils avaient la paix. Il y avait quelques guerres de gangs, mais tant que tu ne touchais pas aux citoyens, tout se passait bien. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est la débandade, c'est tout et n'importe quoi, partout, dans toute la France. Voilà. Non, mais Pasqua, alors, l'erreur qu'il a faite, Pasqua, la grande erreur, c'est qu'il avait un gros ventre, il en voulait trop. Et en 88, quand Chirac est passé Premier ministre, ils ont doublé les peines, d'accord? Parce qu'en doublant les peines, ils doublent les prix aussi, du cannabis et de la cocaïne. Et eux, ça les arrange. Voilà, il avait à peu près l'exclusivité, parce quoi, de l'importation de... Ça les arrange, mais ça a foutu toute la France en l'air, tout ça.